Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Choc FM, l'émission c'est Franco Raptors, épisode numéro 22. Toujours avec vous Patrick Bizindavi et Mike Laviole. Bonjour Mike. Salut à toi Patrick et salut à tous les auditeurs en cette semaine de tank raté. Les Raptors qui ont essayé de couler comme on dit en français mais Ils qui essaient n'ont... de couler mais ils restent à flot. Exactement. Ils ont mis les brassards, tu sais, comme les enfants là. Ouais, c'est ça, la Ils s'appellent- piscine. Les brassards s'appellent Roden et AJ AJ Lawson. Larson, on va revenir sur les performances des Raptors cette semaine. Trois matchs le samedi, donc deux matchs de suite contre la même équipe, samedi et lundi contre les Wizards de Washington. Le mercredi contre Philadelphie, eh bien, comme on l'avait déjà signalé, l'objectif était le développement. Et puis, on a développé, puis on a essayé de perdre, mais on n'a pas pu sur deux des trois matchs. On va revenir là-dessus. Et bien sûr, il y aura les segments sur le joueur de la semaine ce soir, cet après-midi, si vous nous écoutez donc le samedi, ce sera AJ Lawson qui va être le joueur de la semaine. Et puis, on va aussi faire un petit débat de clôture de saison sur les performances du coach Darko qui continue à développer des jeunes. Et donc, on va aussi parler des Raptors 905 qui aussi ont une fin de saison un peu mouvementée. On va revenir là-dessus avec une entrevue que Mike Laviole a pu faire avec le coach Justin Ceres. Tout ça, c'est dans Franco Raptors de ce samedi. Et si vous nous écoutez samedi, les Raptors ont déjà joué vendredi contre les Jazz de Utah à Utah. Au moment où nous enregistrons l'émission, on ne connaît pas encore les résultats, mais ce sera vraiment un match intéressant. Moi je pense que sans regarder le match, je pense qu'ils ont gagné, hein. Ouais, c'est ça. Donc, on l'avait dit lors de l'émission passée, on était curieux de savoir comment les Raptors allaient naviguer la fin de saison avec un horaire qui est moins chargé en termes de match et aussi les opposants, les équipes adverses qui ne sont pas aussi fortes. Donc là, on va revenir sur la semaine. On va commencer avec l'actualité des Raptors. L'actualité des Raptors, c'est d'abord ces deux matchs de suite contre la même équipe. Les Wizards de Washington étaient en visite à Toronto, un match samedi, un autre match le lundi. Donc le samedi, les Raptors, c'était donc samedi 8 mars. Défaite des Raptors 117-118 contre Washington après une fin de match serrée. Et belle performance de Jordan Poole avec 34 points, je pense, Ouais, c'est ça. côté Washington. Et puis, la fin de match, on va en revenir avec ce tir de Jamal Shed. D'abord, sur ce match, qu'est-ce que tu retiens de ce match, de cette défaite des Raptors contre Washington? Deux équipes qui voulaient perdre, mais finalement, il fallait qu'une gagne, c'était Washington. Ben, ils ont réussi à perdre cette Ils ont fois. ri- Mais ça a été juste, hein, puisque Jamal Shead a mis le panier de la victoire qui a été célébré. C'est bien, il a eu le moment, les émotions d'un panier de la victoire, tout en ayant eu la défaite du tank, puisque les arbitres ont dit attendez, attendez, avant de faire le tour du terrain, là, de célébrer, on va aller revoir cette action. Ils ont revu l'action et à à dixième de seconde, ouais. un dixième de seconde près, le ballon était toujours sur les doigts de Jamal Shead. Je pense qu'il n'y a il y a aucune hésitation possible. Le panier n'était pas valable et les Raptors ont réussi à perdre ce match. En fait, c'est très compliqué de devoir analyser ces matchs-là parce que, en fait, on se rend compte que là, vraiment, les Raptors ont décidé d'embrasser le tank, si on peut le dire ainsi. Ils font tout ce qu'il faut pour perdre ces matchs. Ils font jouer leurs 5 moins bons joueurs, entre guillemets, sur les fins de match. Et au final, on voit que c'est insuffisant. Malheureusement, pourquoi? Parce qu'ils jouent dans des équipes, contre des équipes qui sont dans la même situation. Le calendrier qui est facile ne favorise pas les Raptors, puisque les Wizards, eux, ils sont en développement aussi, mais on voit que leurs joueurs de bout de banc
ne sont pas aussi bien développés, on va en parler avec Darko tout à l'heure, ne sont pas aussi bien développés que les joueurs de bout de banc des Raptors. Et malheureusement, c'est pas, comme on le dit toujours, c'est pas les joueurs qui tankent. Les joueurs sur le terrain ne vont pas faire exprès de rater des tirs. Ils ne vont pas laisser les joueurs marquer en défense. Et au final, les joueurs qui sont sur le terrain jouent pour gagner. Et malheureusement, les moins bons joueurs des Raptors contre les moins bons joueurs des autres équipes, et ben, ça donne des victoires des Raptors. Bon, là, c'était une défaite, mais c'est juste pour faire une transition avec le match suivant Oui, contre. c'est ça, c'est ça. Mais après le match, on a eu le temps de discuter avec les francophones de C'était l'équipe. super. C'était vraiment super d'entendre Koulibaly et puis George qui parlent de leur expérience avec l'équipe. C'est quand même une équipe de jeunes. C'est Tout vraiment une à équipe fait. de jeunes. Mais que dire aussi du style de jeu de Washington? Moi, ça ne m'a pas impressionné du tout. Vraiment, tu vois que, peut-être tu l'as dit, on va en discuter vers la fin. Le style de jeu de Darko est différent. C'est un jeu collectif, ça tourne. Et puis, même s'il y aura des tirs, c'est des tirs ouverts. Donc, ils sont en position de tir. Mais j'ai pas vu ça côté Washington. Je sais pas si c'est ton avis à toi aussi. Bah exactement, c'est ça. Ils en parlaient dans le Raptors Show. Bon, je le cite souvent, mais parce que pour moi, ça fait partie des références avec Blake Murphy et Matt Bonner qui sont très très bons. En fait, ce qu'ils expliquaient, et c'était très bien expliqué, c'est que quand c'est les joueurs de bout de banc, en fait, c'est des joueurs qui veulent se montrer et c'est des joueurs qui vont pas rentrer dans les systèmes, qui vont un peu jouer pour eux, en fait. C'est un peu du chacun son tour, on va essayer de montrer ce qu'on vaut. Et c'est vrai que, eh bien, il faut souligner le travail des Raptors avec les 905 qui mettent ces joueurs qui arrivent de la G-League dans les mêmes conditions qu'avec les Raptors, au niveau des systèmes, au niveau du style de jeu. Et du coup, quand ces joueurs arrivent avec les Raptors, ils viennent pas pour montrer juste leur talent individuel et oublier le collectif. Ils viennent déjà avec cette mentalité qu'ils ont acquise avec les 905. Et du coup, bah, ça donne un jeu qui reste constant. Je ne vais pas trop spoiler parce qu'on va en parler après. Mais c'est vraiment ça la différence avec les Wizards, mais même avec les Sixers dont on va parler après, où tu as des joueurs qui flambent, comme Grimes par exemple, mais ils flambent pas grâce au collectif et parce qu'ils jouent super bien dans un système. Non, ils flambent parce qu'ils prennent leur opportunité individuelle et ils vont faire des gros matchs. Et c'est ça la grosse différence pour moi. Et c'est pour ça que visuellement, on voit aussi une différence entre le style de jeu des Raptors et les autres équipes qui tankent actuellement. Et je pense que le match contre Utah, ça va être exactement la même chose. On va voir Keyonte George qui va faire ses trucs. On va voir d'autres joueurs dont on ne connaît pas les noms qui vont faire leurs trucs. Et voilà, c'est ça la différence pour moi. Oui, c'est ça. Donc, victoire des Wizards 118-117 avec Jamal Shead, un tir à dernière seconde qui a été annulé après révision. Donc, c'était le premier match samedi. Et puis, 2 jours après, le lundi, c'était donc le retour des mêmes matchs. C'était comme les playoffs, mais dans l'autre direction. Et, et là, c'était une victoire nette quand même des Raptors 119 à 104 avec une prestation exceptionnelle de A.J. Larson. Donc, 32 points et 12 rebonds. A.J. Larson, on vous rappelle, né et grandi à Toronto, à Brampton. Donc, il a dominé offensivement. Emmanuel Quickley et RJ Barrett étaient là. Donc, qu'est-ce que tu gardes de cette victoire-là? Là, au moins, on voyait qu'il y avait l'effort, ils voulaient gagner. Et puis, même si tout le monde n'était pas là, il y a des joueurs qui étaient au repos, des joueurs blessés, mais quand même, c'était une victoire nette, 119 à 104. Que gardes-tu de cette deuxième rencontre entre les deux équipes? Mais je garde qu'on ne peut pas perdre 2 fois contre Washington, qui est la pire équipe de la ligue. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais non, c'était sympa. Déjà, ce que je retiens, c'est qu'il y a eu un hommage au frère décédé de RJ Barrett avant la rencontre. RJ a tenu à faire un gros match avec le temps de jeu qu'il a eu. Je crois qu'il était proche d'un triple-double. Ouais, Il lui devait lui manquer 2 passes deux passes, ouais, pour ouais. faire le triple-double. Et puis la fin de match, c'est AJ Lawson qui a pris les choses en main pour montrer qu'il méritait d'avoir sa place en NBA. On va parler de lui après, mais c'était vraiment... bon, c'était un gros match au rebond. Les Raptors ont battu le record de la franchise au rebond. Il faut dire que Washington a eu beaucoup de mal. Il y a eu énormément de rebonds offensifs pour les Raptors. Il y a eu énormément de joueurs avec plus de 10 rebonds. Je crois qu'il y en avait 4. Ouais. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Je crois qu'ils ont pris 70 rebonds au total.
Donc ça montre aussi à quel point les deux équipes ont manqué des tirs. Faut le souligner, le niveau de jeu était quand même pas sensationnel et beaucoup de tirs ratés. Il y avait ce sentiment de toute façon que les deux équipes ne voulaient pas gagner le match. Même si Washington, sur celui-là, ils n'ont pas mis leurs vétérans. Il n'y avait pas Middleton, il n'y avait pas Marcus Smart. Donc là, ils ont vraiment fait jouer que les jeunes. En plus, on a eu malheureusement la blessure de Bilal Koulibaly. Je pense que ça a changé beaucoup de choses Ouais. pour Washington. On en a parlé avec Alex Sarr après la rencontre. Il a dit oui, il a un gros impact défensif et cette équipe, elle manque quand même de défenseurs. On le voit, leur défense, Il est le seul à défendre, c'est un Koulibaly. peu le seul Ouais. à défendre Ouais. avec Alex Sarr qui défend le cercle, mais qui n'est pas encore prêt physiquement, donc qui se fait quand même bien dominer par des Jakob Poeltl ou même Orlando Robinson qui a fait un gros match sur le deuxième. Donc voilà, les deux équipes ont essayé de perdre et c'est la pire des deux qui a perdu puisque les Raptors ont pu compter sur AJ Lawson. Voilà ce qu'on Ouais, peut c'est dire. ça. Et puis Alexar, à la fin du match, qui a bien répondu à nos questions et puis qui a aussi insisté sur ce qu'il a appris de Jonas Valanciunas, un ancien des Raptors. Donc, c'était bien. J'ai bien aimé au moins d'avoir autant de francophones pour un soir, pour 2 soirs où on a eu 3 entrevues. On avait prévu même un quatrième qui n'a pas eu lieu, mais c'était bien d'avoir des francophones et aller au vestiaire de l'équipe adverse. Et donc, victoire des Raptors sur ce deuxième match contre la même équipe. Donc 119-104, là, c'était même pas serré. On voyait que les Raptors voulaient gagner, donc ils ne voulaient pas perdre 2 matchs de suite. 2 jours après, c'était donc Philadelphie, une autre équipe qui est En en fin de, perdition. de saison catastrophique. En perdition totale, ouais. Et c'est ça, mais eux, c'est surtout à cause des blessures. Mais au-delà des blessures, je pense, moi, ça ne m'impressionne pas la saison de Philadelphie. Donc, c'était le match 3 de la semaine. C'était mercredi, victoire 118-105 contre Philadelphie, grâce notamment aux performances de Jaren Roden et Orlando Robinson. Et c'était un match où c'était vraiment Philadelphie contre les 905. Ouais, C'était, pour commencer, c'était les 905 avec Yak. Et exact. après, même Jamal Shed, Même Jamal Shed, too good to tank. Même Jamal Shed n'a joué que 12 12 minutes. minutes. Et alors là, c'est là que tu peux plus justifier par le développement, puisque là, c'est clairement que tu essayes de perdre le match. Même si, bon, Darko a essayé de s'en sortir, il a dit, je voulais voir Lawson et Rodon ensemble. Ok, mais bon, c'était clair, mais malheureusement, ça a été un match vraiment horrible. C'était pas beau à voir. On Ouais. n'avait qu'une seule envie, c'est que ce soit fini. Et malheureusement, Philadelphie était trop faible pour que même les 905 perdent contre cette équipe. C'est ça le constat, c'est que les Raptors ont malheureusement gagné. Et là, ils remontent à la 7e place dans la loterie. Ils sont juste en dessous du play-in C'est maintenant. ça. Ils sont passés devant les Nets et devant les Sixers. Et malheureusement, avec le calendrier qui arrive, ben, on n'a pas de grande chance de redescendre parce que Philadelphie va continuer à perdre, c'est certain. Et les Nets, on ne sait pas trop. Il y a peut-être un duel à voir avec les Nets pour le 6e pire bilan. Mais moi, je pense que Philadelphie va accrocher ce 5e parce que vraiment, il joue. Yabusele devait être là. Et c'est ça. Dernier moment, il est indisponible. On l'a eu en interview. On n'a pas trop osé lui demander parce que je voulais pas le mettre en porte-à-faux par rapport à ça. Mais très belle interview à aller retrouver sur les réseaux sociaux, sur ma page YouTube. Allez-y, elle est géniale. Très sympa. Mais ouais, il y a rien à retenir. C'est bien, Rodon a fait un super match. Castleton a fait un super match. Euh, Orlando Robinson a eu la Ouais. chaîne. Il a presque fait un triple-double lui aussi. Il était à 6 passes décisives. Mais il n'y a rien à analyser. Les Sixers, ce serait en fait, je vais reprendre ça, c'est William Lou qui l'a dit dans le post-game, mais en fait, on serait dégoûté de les voir obtenir le pick dans le top 6. C'est ça qu'ils doivent avoir parce que leur pick est protégé. Ouais. Et là, ils sont en train de faire ce qu'il faut pour avoir plus de chances de le conserver. Mais vu la physionomie de la saison, ce serait encore plus s'ils chopent le numéro 1. Là, Oh là, ça ce serait. serait vraiment scandaleux. Mais on ne peut rien y faire, c'est comme ça.
Ils font ce qu'il faut pour perdre, et les Raptors aussi, mais ils sont trop forts pour battre ces équipes-là, malheureusement. Oui, il y a un débat aussi dans les médias. Est-ce que tu penses que à certains moments, la NBA va penser à changer son système de loterie où on voit vraiment que les équipes veulent perdre? Même les Jazz de Utah, ils ont payé une amende de 100 000 $ Exact. pour n'avoir pas joué leur star. Est-ce que la NBA va penser à refaire leur système de loterie parce que on voit des équipes qui font exprès de ne pas gagner et là ça entame donc le jeu, les fans qui paient leur argent pour Exact. venir. Est-ce que, à ton avis, il faudra repenser à ça? Mais il l'avait déjà repensé. C'est vrai qu'avant, on se rappelle que c'était vraiment le pire bilan qui avait le plus de chances, et après, ça, c'était graduel. Maintenant, c'est les 4 pires bilans qui ont autant de chances d'avoir le numéro un. Mais on voit que avec cette année, il faut que ça aille au-delà des 4 derniers, parce que il y a des enjeux en étant le cinquième, le sixième, le septième. Et je pense qu'ils doivent revoir, et il faut qu'ils trouvent un autre système, parce que en soi, quand les équipes ne sont pas en playoff, est-ce qu'il faut récompenser vraiment le pire des pires bilans parce qu'ils ont fait exprès de perdre? Je ne suis pas certain. Il faudrait revoir. Pour reparler de Hello and Welcome, tu as l'acolyte de William Lou qui a proposé des choses. Il propose plusieurs trucs qui sont plutôt intéressants. Il dit à la fin de la saison, il faudrait faire un tournoi entre toutes les équipes qui ne sont pas en playoff. Ça serait pas mal, ça leur permettrait de continuer à jouer au moins Ouais, et de faire des matchs à enjeu. Pourquoi pas faire un tournoi et à la fin de ce tournoi, le classement de ce tournoi désigne l'ordre de la draft. Pourquoi pas. Euh, Après, le problème de cela, c'est des équipes qui auraient tanké mais qui ont des très bons joueurs. Parlons des Raptors par exemple, qui se retrouveraient avec le septième pire bilan, mais qui d'un coup feraient jouer Ingram, ouais. Barrett et compagnie. Ils Pour- seraient beaucoup plus forts, ils pourraient battre tout le monde. Ça serait pas juste pour les équipes qui quand même restent faibles. Après, il parlait des confrontations directes. Ça, c'est intéressant. Quand on prend les équipes qui ne sont pas en playoff, on regarde les confrontations directes et on fait un classement à partir de ça. Je pense qu'il y a des choses à étudier du côté de la NBA pour rendre ça plus juste, parce que c'est clair que au final, c'est pas bon pour la ligue en fait, c'est pour le ouais, c'est ça. consommateur, pour les télés qui payent très cher pour avoir les droits de diffuser la NBA et qui au final diffusent de la G League. Donc, et encore pas de la bonne G League, puisque comme on le disait, il n'y a pas de système, les joueurs font un peu ce qu'ils veulent pour essayer de se montrer. Donc c'est vraiment, ouais, et c'est vrai qu'on n'avait pas été autant confronté à ça, même l'année dernière où les Raptors ont un peu laissé filer la saison, mais parce que le calendrier avait permis de tanker, mais sans non plus faire jouer les joueurs de fond de banc. En fait, comme je le disais, c'est vraiment le problème du calendrier, parce que comme les Raptors jouent que des équipes super faibles et qui veulent la même chose, bah, ça fait que les deux équipes mettent leurs pires joueurs sur le Mhm. terrain. Et malheureusement, le développement des Raptors fait que les pires joueurs des Raptors sont meilleurs que Sont les meilleurs pires que les joueurs des autres. autres équipes. Mais heureusement, c'est pas généralisé dans toute la NBA. C'est juste les dernières équipes au classement. C'est ça. Parce que les premiers, il y a de bons matchs, il y a de bons duels, Oh, tout il à y a fait. ceux qui veulent gagner. Donc, nous, on en parle parce que ça nous concerne. On est ici, on le voit tous les jours. Mais quand même, il y a de bons matchs à la NBA. Donc, cela pourrait avoir des implications sur si la NBA veut changer ou pas. Parce que quand même, il y a de bons matchs. Il y a de bons matchs à l'Ouest. À l'Ouest, c'est vraiment la loi de la jungle parce Ah oui. du jour au lendemain, le classement change tout le temps. Et il n'y a que, je pense, les Jazz de Utah qui sont en train de tanker. Mais le reste des équipes faibles sont à l'Est. Sont à l'Est. Donc, c'est ça. On va voir. Donc, victoire des Raptors face donc, on n'a pas eu même le temps de voir Kyle jouer, donc au retour à Toronto. Mais victoire des Raptors 118 à 105. Et on va continuer actualité pour parler justement du joueur de la semaine, AJ Lawson, qui est aussi arrivé avec un contrat two-way et puis qui, justement, grâce à cette phase de développement, a eu autant vraiment de jeux avec une moyenne impressionnante cette semaine. Donc, on va parler de son match à 32 points et 12 rebonds contre Washington. Il a marqué des points dans la hiérarchie des Raptors. Donc, est-ce que, selon toi, Mike, est-ce que
C'est un joueur à garder. Quelle est sa marge de progression? Est-ce qu'il peut être un joueur majeur dans le futur des Raptors avec les performances qu'on a vues cette semaine? Ça, c'est une très bonne question. Et ce qu'il faut noter, c'est que AJ Lawson était en G-League, mais c'est quand même un joueur NBA. Il a été avec les Dallas Mavericks. Malheureusement, Dallas est dans une autre situation, en train de jouer le titre, les playoffs. Donc, on sait que la rotation se réduit et que certains joueurs n'ont pas forcément ces opportunités de développement. Pour moi, la clé pour AJ Lawson, c'est vraiment son tir. C'est ça qu'il a montré lors du match, le deuxième match contre Washington. Pour moi, c'est la clé parce qu'il a les atouts physiques, défensifs. Il a un super premier pas, il est très rapide, il est capable de pénétrer. Maintenant, ce qui lui manque, c'est la régularité dans le tir à 3 points. Il faut souligner qu'au début de saison, il n'était pas avec les 905, justement. Il a fait un match à 37 points avec les Long Island Nets contre les Raptors 905. Ça leur a Mhm. donné des idées. Ils l'ont recruté parce qu'on sait que quand tu recrutes un joueur en two-way, tu peux le récupérer de son équipe de G-League. Ça, c'est une des tactiques pour récupérer les meilleurs joueurs de la G-League aussi. Si tu les signes en two-way, du coup, tu les récupères. C'est comme si tu leur signais un contrat NBA. Donc, moi, je pense qu'il a un avenir en tant que joueur de banc, bien sûr. Je ne sais pas si ça peut devenir un joueur majeur, surtout avec l'effectif qu'on a et qu'on va avoir la saison prochaine. Je serais intéressé de voir s'il va être conservé, mais en tout cas, là, il a marqué des points et il va encore avoir de belles opportunités de continuer à prouver sa valeur. On va voir, ça va être, comme je l'ai dit, je pense que sa régularité à 3 points va être très importante sur cette fin de saison. Est-ce qu'il peut continuer à mettre dedans et à continuer à faire le reste? Darko a plaisanté sur ce match-là parce qu'il avait fait 0 passe décisive. Il avait dit j'aimerais voir des passes décisives. Le match suivant, il en a fait 4 contre Mhm. Philadelphie. Donc il montre qu'il est capable de créer. C'est vrai qu'on ne sait pas trop. Est-ce que c'est un poste 1? Est-ce que c'est un poste 2? Je pense que c'est plutôt un arrière malgré tout. Donc on a peut-être moins besoin de le voir à la création, plus à la finition. Mais oui, ça va être intéressant de voir quel est son avenir avec les Raptors ou avec une autre équipe parce que comme on le dit aussi, c'est que ces fins de saison-là où on privilégie le développement, où on fait jouer ces joueurs-là, ils jouent leur avenir en NBA, mais pas seulement avec l'équipe pour laquelle ils sont, mais pour toutes les autres équipes aussi. Donc, ils vont continuer à se montrer, les Roden, les AJ Lawson, les Castleton, même Orlando Robinson, qui n'est pas sûr d'avoir un contrat avec les Raptors l'année prochaine. Donc, voilà, tant que les Raptors ont à affronter des équipes faibles, ces joueurs-là vont continuer à se montrer et c'est tout bénéfique pour eux. Mhm. Et puis aussi, ça montre aussi, on va en parler plus tard, ça montre aussi euh, donc l'avantage de jouer dans le système d'Arco parce que ce sont des tirs ouverts. Donc, il était ouvert et puis la chance, il les a mis. Donc, il a mis ses tirs. Donc, ça fait que même si les Raptors veulent perdre, c'est quand même un privilège d'avoir le temps de développer tout son monde en même temps. Donc, il n'aurait pas eu l'occasion, si tout le monde allait jouer, il n'aurait pas pu voir justement les AJ Lawson, les Orlando Robinson, d'avoir l'occasion de jouer un vrai match NBA et de voir ce qu'ils peuvent faire. Donc, c'est un bon problème à avoir parce que tous ces gens, c'est comme ça qu'ils ont pu développer Fred VanVleet et les autres. C'est des gens qui n'auraient pas eu de chance s'ils n'avaient pas eu justement l'occasion de jouer avec la G-League et puis mais en tout cas, belle performance cette semaine de AJ Lawson et puis ça donne un peu plus de, de drama comme on dit parce que donc il est de Toronto, il a grandi ici, un ami d'enfance à RJ, de pouvoir bien jouer avec les membres de sa famille présents, donc ses amis et puis son équipe de sa ville. C'est quand même excellent de voir que le Canada et Toronto peuvent développer de bons joueurs qui peuvent avoir une place en NBA. Et puis pour terminer, dans cette phase de l'actualité des Raptors, c'est le débat du jour. On va faire un peu l'évaluation du coach Darko. En début de saison, il y avait tellement de choses à faire, les pertes de balles, la défense qui n'allait pas. Mais avec le temps, on a vu que le développement, c'est le développement des joueurs, mais aussi le développement des coachs, parce qu'il a su s'adapter. Et puis, avec la saison en cours, et
quel est le bilan qu'on peut faire pour Darko? Quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses? Ou bien est-ce qu'il y a des ajustements à apporter pendant les quelques matchs qui restent? J'aimerais avoir ta perspective par rapport à ce qu'il a fait déjà cette saison avec les Raptors. Personnellement, je suis très satisfait de ce que nous a montré Darko Rajakovic. L'attaque fonctionne vraiment à merveille. Bien sûr, après, c'est toujours une question de talent. Il y a des tirs qui sont ratés, mais en tout cas, il y a vraiment un objectif de partage de la balle et de trouver les meilleurs tirs. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment très, très intéressant. Et puis, notre grande question, c'était vraiment la défense. Sur la première moitié de la saison, c'était pas convaincant, mais depuis janvier, les Raptors ont une excellente défense. Ils ont même une trop bonne défense par rapport à leurs ambitions. Euh, c'est vraiment... Et j'arrive pas à expliquer s'il a... Je pense pas qu'il ait changé grand-chose. Je pense que c'est au fur et à mesure les joueurs qui ont maîtrisé les concepts, en fait, tout simplement. Et maintenant, on voit une progression individuelle aussi de Scottie Barnes, je pense, qui est aussi à l'origine de ces progrès défensifs. Mais on a vu un Quickly aussi qui fait les efforts. On a vu RJ Barrett qui fait les efforts. On voit, on a des joueurs bons défensivement comme Jamal Shead, comme Agbaji, comme Mobo. On a aussi, comme on l'avait dit, bien recruté à l'intersaison pour apporter des profils qui manquaient peut-être à cette équipe. Mais ça s'est mis en place petit à petit et c'est vraiment très intéressant. Après, sur le développement, c'est vraiment son point fort. Donc là, il n'y a vraiment rien à dire. Je pense que tous les joueurs ont progressé. On peut peut-être mettre juste un bémol sur... j'ai vu des critiques un peu de la part des internautes et tout sur la saison de Scottie Barnes offensivement. Moi, je pense que Scottie Barnes, cette année, offensivement, a essayé beaucoup de choses. Je pense pas que c'est son jeu définitif, ce qu'on a vu cette année, avec parfois beaucoup de 3 points, beaucoup de jeux extérieurs. Je pense que vraiment, comme c'est une année de développement, on lui a dit, OK, essaye de développer à ton tir à 3 points. Darko le dit tout le temps, hein, je veux qu'il en prenne le plus possible. Quand il est ouvert, qu'il les prenne. L'essentiel pour Darko, c'est que les tirs pris soient de bons tirs. En fait, il s'en fout un petit peu de qui les prend, tant qu'ils sont pris avec confiance et que ce sont des bons tirs. Donc si Scottie prend des tirs qui sont ouverts à 3 points, qu'il est seul, ça lui va. Après, il a fait un peu de pull-up, des choses comme ça, face à un adversaire. Bon, je pense que c'est du développement. On a vu aussi la période où il a énormément insisté sur son tir à mi-distance. Ça, c'est pour le travailler. Je pense que c'est du travail et il ne faut pas juger la saison offensive de Scottie Barnes comme, comment dire, comme révélateur de ce qu'on va voir l'année prochaine. Je pense que cette année, il a vu ce qui marche pas. On lui a donné carte blanche pour tirer de loin. On a vu que c'est pas trop ça. L'année prochaine, dans le 5, il y aura quand même pas mal de shooters. On l'a vu essayer de se créer son tir un peu par lui-même aussi. C'est pas forcément trop ça non plus. Il y aura Ingram l'année prochaine. Je pense qu'on aura un jeu de Scottie Barnes qui sera plus épuré l'année prochaine avec un Scottie qui sait ses forces, qui connaît ses faiblesses et qui sera plus malin peut-être dans sa sélection de tirs. Peut-être que Darko va lui dire non, tu vois, ça on l'a fait toute l'année. C'est pas quelque chose que tu dois faire plus que ça. Par exemple, les tirs à 3 points, il ne faut pas que tu en prennes 6 ou 8. Mais si tu vois que tu es chaud, prends-les. C'est ça, il faut qu'il apprenne aussi à, quand le tir n'est pas là, à essayer de faire autre chose. Mais je pense que Scottie Barnes, c'est un joueur intelligent. Et comme je le disais, je pense que c'est du développement. On lui a dit, vas-y, prends les tirs cette année. De toute façon, ça fait partie aussi de la stratégie pour ne pas forcément gagner les matchs, de pas faire les meilleurs choix, mais de travailler d'autres choses. Donc, je ne suis pas inquiet par rapport à Scottie Barnes, qui va en plus l'année prochaine être déchargé de ce rôle de premier scoreur, puisque on sait que ça va être Ingram. Ingram, il a été recruté pour ça. Et de toute façon, il y a un système avec Darko qui fait que tout le monde a ses opportunités. Donc, moi, je suis entièrement satisfait de ce qu'on a vu de Darko Rajakovic. Après, on l'a déjà dit dans une autre émission, est-ce que c'est le coach qui t'emmène à un titre? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais en tout cas, pour les 2, 3 prochaines années, je pense que les Raptors sont entre de bonnes mains. Oui, je pense. Et puis, c'est même dans son rôle d'assistant,
avant d'être le coach principal des Raptors. Son rôle d'assistant dans les autres équipes, c'était en assistant de développement. Il a développé pas mal de joueurs NBA. Là, il apporte son expérience aux Raptors. Et puis, c'est quelqu'un, comme être humain, il est de bon. Tu vois qu'il est bon, il est humain, il privilégie les relations. Donc, je pense que c'est la personne qu'il faut. Et puis, pour revenir à la défense, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'ajustements. Au départ, c'était très difficile de jouer cette défense avec le nombre élevé de pertes de balles. Parce que Exact. tu perds les balles, tu ne vas pas avoir le temps de revenir pour faire ta défense. Et ça, c'est difficile. Et pour revenir à Scottie Barnes, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il essaie des choses. Il essaie des choses, mais le joueur qu'il est, ce n'est pas un joueur qui va te faire 30 points à chaque match, Non. mais il va impacter le match dans plusieurs catégories, les rebonds, la défense, la création. Et puis, c'est quelqu'un qui n'est pas selfish, je trouve, je cherche le mot en français. Et Individualiste. c'est ça, tu es ouvert, il va te donner la passe. Exact. C'est une combinaison du Magic Johnson, de LeBron James, et puis c'est un joueur unique. Et puis, je pense que avant, la saison dernière, il facilitait tout au long du match. Et puis le quatrième quart-temps, c'était le quart-temps de Scottie Barnes. Peut-être on va revoir ça l'année prochaine avec la combinaison des joueurs qu'on aura. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Darko, c'est le coach qu'il fallait pour développer. Et puis il a la patience. C'est très rare que tu vois Darko s'énerver contre les joueurs. Le peu de temps où il s'est énervé, c'était pour un message aux arbitres, pour un peu défendre ses joueurs. Mais il a la patience. Tu vois que il est jeune en âge, mais c'est plus de 20 ans, 30 ans, presque 30 ans dans le développement des joueurs. Donc, il apporte vraiment d'expérience. Je pense, à mon avis, c'est vraiment le coach qu'il fallait pour cette équipe à plusieurs niveaux. Il est au match de 905, il vient même pendant les échauffements pour voir les joueurs, pour dire bonjour aux joueurs adverses. Je l'ai croisé en ville en train de prendre un dîner avec le coach de Memphis. Donc, c'est vraiment quelqu'un de bien. Puis que pour moi, c'est le coach qu'il faut pour cet aspect de développement. Pour le titre, je ne sais pas, comme tu le dis, l'avenir nous dira, mais je pense que c'est un bilan positif qui n'était pas visible au début parce que on voulait des résultats tout de suite, et il apprenait la patience, mais on voit qu'en fin de saison, on ne savait pas que les Jacoby Walter, les Jamal Shead, les Mogbo allaient avoir la saison qu'ils ont. Le seul truc bon, il a ses raisons. Le seul truc que je lui reproche pour mes raisons à moi, c'est de ne pas jouer Chris Boucher. Chaque fois que je vois Chris sur le banc ne pas jouer, ça me fait du mal au cœur. Mais ça, c'est la personne en moi qui veut voir beaucoup plus de Chris Boucher. Mais ils ont leurs raisons, donc on leur fait confiance. Et puis Chris, d'après le coach, il est averti qu'il ne va pas jouer à tous les matchs. Donc, eux, ils voient l'avenir. Peut-être qu'il aura une place l'année prochaine quand ils vont vouloir gagner. Parce qu'on a vu que quand Chris joue, les Raptors gagnent. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles Chris ne joue pas, c'est qu'il donne des chances à l'équipe de gagner, en vrai. De grandes chances, parce que Chris peut vraiment, en plus, en pas beaucoup de temps, il peut faire facilement tourner un match en ta faveur. Et en plus, cette année, je trouve qu'il a vachement réglé ses problèmes d'oubli défensif. Il aurait pu être le joueur qui peut te faire perdre un match, mais qui peut te le faire gagner. Mais maintenant, je trouve qu'il est soit neutre quand il n'est pas dans un bon soir, soit quand il est dans un bon soir, là, à lui tout seul, il peut te faire basculer une rencontre. Donc, c'est un risque que Darko ne veut pas prendre. Et on peut le comprendre, mais c'est vrai que c'est un peu dur pour Chris quand tu vois le match contre Philadelphie où l'effectif était réduit. Il y a que 9 joueurs. Et au final, il joue avec 8 sans faire jouer Chris. C'est quand même pas facile pour lui, j'imagine. C'est 7,5 parce que Jamal Shead a joué. 7,5 et même Yak n'a pas Et beaucoup même joué. Yak n'a pas, ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis, c'est intéressant ce que Yak a dit à l'entrevue. On lui a demandé
cette histoire de repos. Il dit, moi, je peux jouer tous les matchs. Mais je suis l'employé des Raptors. Ils me disent ce que je dois faire. Moi, j'exécute. Moi, sinon, je suis disponible. Je n'ai pas besoin de repos. Donc, moi, c'est vraiment intéressant. En tout cas, c'est sur ces mots qu'on va clôturer cette partie actualité des Raptors. Et après la pause, on va parler justement de l'avenir et puis des Nano 5, juste après cette pause. Nous sommes en pause. Si vous appréciez l'émission, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube de Choc FM. Activez la cloche pour ne rien manquer. Likez et commentez. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast en rediffusion sur toutes les plateformes. Le nom, c'est bien sûr Franco Raptors avec vous, Patrick Biznavi et Mike Laviole, toutes les semaines, les samedis, à partir de 13h sur Choc FM. Vous êtes toujours sur Choc FM, l'émission c'est Franco Raptors avec vous Patrick Biznavi et Marc Laviole. Cette deuxième partie de l'émission, on va parler de l'avenir des Raptors, de la direction des Raptors. Alors on a parlé de développement, il y a des jeunes qui sont en train d'être développés, mais est-ce que pour la saison prochaine, est-ce que pour l'avenir, Mike, est-ce qu'il faut continuer à donner de la place aux jeunes ou bien est-ce qu'il faut chercher des renforts externes, expérimentés pour la saison prochaine, parce que je me dis que la saison prochaine, ils vont vouloir le gagner, mais d'après ce qu'ils ont fait cette saison, comment est-ce que, selon toi, ils devaient penser à l'avenir, justement, pour la saison prochaine? Ouais, tu as raison, ça va être intéressant de voir comment ils vont gérer l'été, parce qu'au final, avec le recrutement qui a été fait de Brandon Ingram, c'est vrai que les Raptors montrent clairement qu'ils ont envie d'être compétitifs. Est-ce que c'est pas trop tôt pour tous ces jeunes-là pour apporter dans une équipe compétitive? Ça, c'est la grande question qui est un peu la même que ce que tu viens de me demander. Et je ne sais pas si... est-ce qu'ils vont continuer à développer ces jeunes en se disant, OK, l'année 1 avec Brandon Ingram, ben, on ne va pas être forcément dans le top de la conférence parce qu'on va continuer à avoir ces jeunes-là qui sortent du banc parce qu'on veut qu'ils s'améliorent et qu'on les voit dans 2-3 ans être l'équipe compétitive avec tous ces jeunes-là qui vont gagner en expérience? Ou est-ce qu'ils vont se dire, OK, ces jeunes-là ont bien montré de belles choses, mais maintenant c'est des monnaies d'échange pour aller chercher des joueurs plus expérimentés qui peuvent nous permettre d'aller jouer peut-être le titre tout de suite ou en tout cas des finales de conférence, des demi-finales de conférence? Ça, c'est une bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. Mon avis, ce serait quand même de continuer avec ces jeunes-là, quitte à ne pas être ultra compétitif non plus la première année, même si je pense qu'avec ce 5 de départ et ce qu'ont déjà montré les jeunes, on sait en plus que les rookies de année 1 à année 2, c'est là où ils progressent le plus. On l'a vu avec Grady Dick. Donc, pourquoi pas? Ça peut être une bonne surprise en fait de voir que les jeunes vont progresser plus vite que prévu. En plus, on va avoir, on l'espère, un choix de repêchage quand même dans le haut, même si on imagine de moins en moins Cooper Flag parce que là, ça commence à s'éloigner. En plus, Cooper Flag s'est blessé à la cheville, il faut le souligner, lors du match du tournoi ACC. Il est déjà annoncé comme out jusqu'à la fin de ce tournoi qui se termine. Bon, il se termine ce dimanche le tournoi, mais ensuite il y a la March Madness qui commence. Est-ce qu'il va en faire partie? Il y avait eu des rumeurs comme quoi il était quand même attaché au fait d'essayer d'aller gagner le titre de la NCAA. Est-ce que s'il est blessé, qu'il n'a pas la possibilité de le faire cette année, il va rester une année de plus? Ça paraît compliqué parce que les enjeux financiers sont énormes malgré tout. Mais avec maintenant le nouveau NIL, là, NIL comme ils appellent ça, en fait, je ne savais pas jusqu'à combien il pouvait gagner. Mais moi, on m'a dit que Cooper Flag pouvait gagner jusqu'à 15 millions en NCAA. J'ai entendu ça dans une émission, je ne sais plus laquelle. Donc, c'est assez énorme. Mais malgré tout, un contrat NBA, c'est un contrat garanti sur 4 ans avec 2 ans. En fait, ce n'est pas garanti sur 4 ans, c'est les 2 premières années du contrat rookie qui sont garanties. Mais le contrat rookie du premier choix de draft, c'est déjà 13 millions. Ah, c'est vrai, Donc, c'est c'est ça. 26 millions de garantie sur 2 ans, peu importe si tu te blesses, quoi que ce soit. Donc, pour moi, même s'il y a le NIL, ça serait très risqué pour Cooper Flag d'enchaîner une deuxième année en NCAA, même s'il va toucher peut-être 15 millions en NCAA. Pour le reste de sa carrière, ça peut être des gros risques. Donc, je pense qu'il va se présenter à la draft et
et être sélectionné en première place, bien sûr. Mais oui, pour l'effectif des Raptors, ouais, je pense que j'ai fait le tour. Je pense. Quel est ton avis, toi, justement, Patrick, là-dessus? Est-ce qu'ils doivent recruter des joueurs vétérans? On sait qu'il n'y a pas beaucoup de place dans l'effectif. Si on garde vraiment Mhm. tout le monde, tous les jeunes, là, il n'y a pas forcément beaucoup de place pour aller chercher quelqu'un. Comment, toi, tu vois ça? Oui, je pense que ça va être exactement comme tu le dis. Et puis, ils ont déjà commencé. Déjà, avoir Brandon Ingram, ça donne une idée de ce qu'il veut faire l'année prochaine. Donc, ça sera une combinaison des jeunes et des joueurs expérimentés. Mais tout va dépendre aussi de repêchage, dépendamment de, parce qu'il y a beaucoup de questions au niveau financier. Ça va, Exactement. est-ce qu'on garde les RJ, est-ce qu'on garde Chris Boucher? Tout ça, ça va être répondu cet été. Mais le fait d'avoir des jeunes qui sont en train de développer, ça va être, comme tu le dis, soit il reste, soit il va être monnaie d'échange contre un joueur expérimenté. C'est comme ça qu'on a eu Serge Ibaka quand il était, je pense, à Orlando. Donc, ils avaient un jeune qu'ils avaient développé depuis qui était rookie. Et puis, c'était la monnaie d'échange pour avoir Serge Ibaka et avoir le titre en 2019. Donc, ça va être une combinaison de tout ça. Mais je pense que le développement de cette année va avoir beaucoup plus d'implications l'année prochaine parce que entre la première année et la deuxième année, Grady Dick, comme tu l'as dit, a montré qu'ils peuvent aller à un autre niveau. Mais je pense que l'aspect qui reste dans le développement, ils ont eu le temps de jeu cette année. Le, L'étape suivante, c'est de jouer les playoffs. Mhm. Pour le développement, ça, c'est incontournable pour ces jeunes-là de pouvoir aller aux playoffs et voir donc l'intensité de la compétition. Mais je pense que ça va dépendre du joueur qu'on aura au repêchage et les implications financières. Et puis, la saison NBA, c'est une longue saison avec beaucoup de blessures. Donc, il faut avoir les bons joueurs et assez de joueurs pour pouvoir euh, tu vois, avec ce qui se passe avec Dallas, le nombre de blessés qu'ils ont, il fallait qu'ils aient quelqu'un pour remplacer tout ce monde-là. Donc, ça va être bien d'avoir développé tous ces jeunes pour l'année prochaine. En tout cas, on va voir. C'est une bonne question, un bon débat à avoir. Mais je suis confiant que l'année prochaine, ça va être une année très compétitive. Et ce sera la dernière année sur le contrat de Masai. Donc, après l'année prochaine, est-ce qu'il y aura une autre direction par rapport à l'équipe? Tout ça, c'est des Mhm. questions qu'on va se poser l'année prochaine. Et s'il veut rester, je pense il a intérêt à gagner parce que si on ne gagne pas, chaque fois il dit win, win, win. Et c'est le moment de démontrer ça. Donc on va voir ça l'année prochaine. En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Je suis du même avis. Ce sera une combinaison de plusieurs choses. Et pour clôturer, on va parler des 905 avec quelques matchs. Les 905 aussi qui traversent des moments difficiles en termes de victoire parce que la grande partie des joueurs, ils sont appelés à jouer avec les Raptors et ça a un impact sur les résultats des 905. Alors, Mike, est-ce que tu peux revenir d'abord sur les matchs et puis aussi parler de l'entrevue que tu as fait avec l'entraîneur assistant Justin Ceres? Oui, bah, les 905, malheureusement, ils étaient tout en haut de la conférence S de la G-League il y a encore 9 matchs de cela, puisqu'ils ont ensuite enchaîné une série de 9 défaites de suite. Mais ce n'est pas leur faute, malheureusement. Ils ont été privés de beaucoup de joueurs qui ont été envoyés avec les Raptors. Et en fait, ils ont perdu tous leurs joueurs au poste 5. Kaminski n'est plus avec l'équipe, on ne sait pas pourquoi. Ulrich Chomche s'est blessé, malheureusement, un match auquel j'ai assisté en plus. Et puis, ils ont plus de centre. Dylan Dissou est encore blessé. Ils jouent avec peu de taille. C'est Quincy Guerrier et Omo Rui qui jouent au poste 5. Mais quand ils jouent contre des équipes comme le dernier match contre le Gogo de Washington, qui ont énormément de taille, surtout que sur aussi les postes arrière, ils ont 3 joueurs de petite taille. Donc ça devient très très compliqué juste athlétiquement. Et en fait, là, ils n'ont plus le niveau de compétitivité malheureusement pour jouer avec les meilleurs et ils ont enchaîné 9 défaites de suite. Il leur reste 7 matchs pour espérer pourquoi pas aller accrocher les playoffs.
mais avec l'effectif qu'ils ont, ça semble compliqué. Ils ont dû appeler des nouveaux joueurs qui, c'est pas pour être méchant avec eux, mais ne semblent même pas vraiment avoir un niveau adéquat pour la G-League. En même temps, ils venaient juste d'arriver aussi. C'est compliqué. Donc, je vous propose d'écouter l'échange avec Justin Ceres qui va expliquer un petit peu ce problème de taille. C'était à la sortie du match contre le Gogo, justement, et qui va expliquer un petit peu l'état d'esprit de l'équipe, comment ça se passe avec les Raptors. Est-ce qu'ils reçoivent des consignes ou pas de la part des Raptors? Est-ce qu'on leur demande d'aller chercher les playoffs ou pas? Il va nous parler un peu de tout ça. Et puis, il va nous parler de Ulrich Chomche. On en a déjà parlé avec son premier entraîneur, avec Godlove, mais il va nous parler de qu'est-ce qu'il fait en dehors des matchs, puisqu'il ne peut plus jouer, comment Ulrich Chomche peut continuer à progresser sans être sur le terrain. On écoute Justin Ceres tout de suite. On est sous-dimensionné, c'est sûr que là on voit qu'on est, on a plus beaucoup de bigs, donc ça se voit. Après ça se comprend toujours par être un peu plus, comment dirais-je, agressif sur nos box-out et tout. Mais bon, comme on dit, on peut pas, we can teach height, tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où ça, mais ça n'empêche qu'on a, même sans ce côté athlétique, on a quand même réussi à avoir des stops en fait. Donc c'est pas, je pense que c'est pas une excuse, tu vois, ça peut se comprendre un petit peu, mais c'est pas forcément une excuse pour vraiment expliquer tout ce qui se passe. Faut être plus dans l'anticipation. Et on n'a pas fini nos paniers. Même si on est sous-dimensionné, les joueurs qui étaient au panier, on a quand même des beaux bébés et on n'a pas réussi. On n'a pas réussi à finir. Peut-être un peu de fatigue. On verra. Hein. On va essayer de trouver la solution magique. Quel est un petit peu l'état d'esprit actuel malgré tout, parce que vous étiez tout en haut de la conférence à un moment et il y a eu une grosse chute bien sûr en raison des blessures. Comme tu l'as dit, les joueurs qui ont été rappelés. Comment tu fais pour garder les joueurs concernés dans ces situations-là où tu joues le haut à maintenant, il faut essayer encore de s'accrocher pour aller chercher les playoffs, mais comment ça se passe un petit peu? C'est vrai que c'est jamais facile, hein, de toute façon, mais après moi je pense qu'il faut toujours essayer de garder le même process en fait. Après, on essaie de faire des petits trucs pour essayer de garder le groupe ensemble, faire beaucoup de meetings, des conversations, etc. Mais en vrai, c'est de garder la même constance, concentrer sur le process, en fait. Ça a l'air tout bête, mais il ne faut pas changer comment on travaille, en fait. Parce qu'on voit qu'on a, même si on perd, on a quand même des performances qui sont, sauf aujourd'hui, bien sûr, on a perdu 20 points, mais les matchs restent serrés, restent compétitifs, restent serrés. Donc, ça veut dire qu'il y a les détails en fait. Il y a, comme vous disiez, il y a les 2 minutes ici et les 3 minutes qui sont là. Et en fait, quand moi j'étais head coach, c'est ça que j'ai expliqué à Drew, c'est que quand tu es dans une tempête comme ça, il faut essayer de trouver les petites victoires en fait. Donc il y a plein de petites victoires on essaie de se raccrocher là-dessus. Et je pense que le groupe vit quand même assez bien grâce à ça. Après, ils apprennent encore à se connaître. C'est vrai qu'il y a eu encore 3 nouveaux joueurs qui sont arrivés et il faut qu'on arrive à se trouver et à se connaître sur et en dehors du terrain. Est-ce que vous avez un message venant des Raptors? On sait qu'on met beaucoup l'accent sur le développement, mais est-ce qu'on vous dit là il va falloir aller chercher les playoffs ou c'est vraiment continuer à développer comme tu dis, continuer à garder les mêmes habitudes avec tous les joueurs qui sont présents maintenant? Ça ne change pas en fait. Dès le début de saison, on parle de quoi? De développement et gagner. En fait, essayer de faire les deux. Après, le développement reste quand même une priorité en vrai. Il faut réussir à gagner tout en développant. Donc le message reste le même. En vrai, là, on n'a pas besoin des Raptors pour nous dire qu'on veut aller chercher les playoffs. On est tous compétitifs ici, on veut aller chercher les playoffs. Donc voilà, et après ces conversations-là, c'est souvent avec le head coach, avec le GM. Donc nous, on reste concentré sur ce qu'on doit faire. On essaie de faire du bon travail. Et après, c'est du développement pour nous, pour nos jeunes staff, moi, tout le monde. On essaie de se développer en fait et de continuer à bien travailler ensemble, en espérant que tout le monde soit là l'année prochaine et qu'en fait, on soit un peu en avance l'année prochaine par rapport à tous ces trucs. On fait plein de choses. Là, on fait des petites zones, on fait des presses, on fait plein de choses différentes que j'essaie d'amener défensivement. Offensivement, il y a des trucs que Josh essaie d'amener. Après, bien sûr, on suit toujours les Raptors, mais je veux dire, on se cherche en fin de match, on essaie de bien communiquer et tout, trouver un peu qui parle quand, etc. Donc tout ça, en fait, ça va nous aider aussi, pas forcément pour les prochains matchs, mais aussi pour la saison prochaine, en espérant, comme je dis, que tout le monde soit là et qu'on puisse travailler encore ensemble. Une dernière question sur Ulrich. Bien sûr, sa blessure fin de saison, ça ralentit sa progression sur le terrain, mais comment faire pour
faire en sorte que ce temps hors du terrain soit bénéfique pour lui? Qu'est-ce que vous faites avec lui pour qu'il progresse peut-être sur d'autres choses? Bah là, il est plus avec les Raptors, donc c'est vrai qu'on l'a pas vraiment vu, mais on sait qu'ils font encore de la vidéo, ils font du renforcement. En fait, ils travaillent même plus, j'imagine. J'imagine qu'ils travaillent encore plus. Maintenant qu'il a la rehab et la musculation, encore plus de musculation, encore plus de... Donc il reste bien occupé, il vient à nos matchs encore et ça fait plaisir de voir qu'il supporte en fait. Ouais. Et puis moi, en étant son PD coach, son coach de développement, je suis au téléphone avec lui tous les jours, j'essaie de garder en fait un contact pour essayer qu'on sait qu'on va travailler ensemble pendant tout l'été. Donc il faut continuer à avoir une bonne relation avec lui, mais il a l'air dans une bonne spirit et on voit que sur le banc il est très actif et je pense qu'en regardant en fait parfois ça t'aide. Ça t'aide, tu vois, tu prends du recul sur le match et tout le temps il est on fait pas ci, on fait pas ça. Je dis tu vois, il y a des choses qu'il ne voyait pas forcément avant que maintenant qu'il voit, donc je pense que ça peut aider son IQ après basketball. C'était Justin Serres, le coach assistant des Raptors 905 qui revenait sur la saison, sur Oli Shomché. Qu'est-ce que tu as gardé de cette entrevue, Mike? Est-ce qu'ils ont une chance d'être même dans les playoffs cette saison ou bien c'est juste développement et penser à l'année prochaine? C'est ça, c'est un peu ce que dit Justin, c'est qu'ils ne perdent pas espoir quand même, mais je pense qu'ils sont conscients que ça va être compliqué et comme il dit, l'objectif c'est déjà de préparer la saison prochaine. Je pense qu'il y a un vrai espoir que les 905 soient dans la continuité l'année prochaine. Il le dit dans l'entretien, il a envie que l'effectif soit conservé, qu'ils aient un maximum de joueurs encore l'année prochaine. On sait qu'il y aura des joueurs qui ne seront plus là. Kaminski, je ne pense pas qu'il va continuer en G-League. Omo Rui va peut-être avoir des opportunités. Mais vraiment, il y a quand même envie d'avoir une continuité parce qu'il sait qu'il va avoir Ulrich Shomché l'année prochaine aussi. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs comme Quincy Guerrier, les 3 joueurs sur les postes arrière qui seront là. Est-ce que AJ Lawson et compagnie, par contre, vont être reconduits en two-way? Ça sera une grande question. Je ne pense pas, puisqu'ils vont récupérer d'autres rookies à la prochaine draft. Mais on va voir. Mais voilà, c'était ça. L'état d'esprit, comme il l'a dit, c'est vraiment de continuer à rester positif et continuer à rester dans la même dynamique de travail, dans les mêmes choses qu'on attend auprès des joueurs et également continuer à progresser au niveau des joueurs et au niveau du coach. Et puis, cette situation, ce n'est pas une situation unique au Raptors 905. La G-League, c'est comme ça. Il y a des coachs qui se réveillent le matin qui ne savent pas qui sera le joueur, qui seront les joueurs qui vont faire jouer. Donc, ce n'est pas unique à ça. Et puis, c'est ça la raison d'être de la G-League, c'est développement. Et puis, donner la chance à ces joueurs-là d'être sur le terrain, d'être visibles et puis d'avoir un contrat NBA. Donc, on espère que ça va continuer comme ça. C'est les premières saisons de la G-League de 905 où ils étaient vraiment compétitifs. Ils ont même gagné le titre. Ils ont eu Chris Boucher qui a été meilleur joueur, meilleur défenseur. Mais ces temps-là ne sont plus. Donc, mais c'est ça l'importance d'avoir une ligue de développement. Ça a une importance, mais la vision reste pour l'équipe première, donc des Raptors. Et donc, c'est sur cette nouvelle des Raptors 905 qu'on va clôturer l'épisode 22 de Franco Raptors. Merci beaucoup à Mike qui était là pour répondre à toutes mes questions. Et merci à notre productrice Liane qui était derrière la scène pour nous aider. On va vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres nouvelles des Raptors. Les Raptors, si vous nous écoutez ce samedi, les Raptors ont joué contre les Jazz de Utah. On va en parler la semaine prochaine à notre prochaine édition. Merci d'être resté avec nous sur Choc FM. On vous retrouve la semaine prochaine.